Nous retrouvons donc Guillaume Bernard, historien du droit, politologue, maître de conférences, auteur de nombreux ouvrages et dernièrement de cette excellente édito-analyse que vous pouvez retrouver dans Valeurs Actuelles, chers auditeurs, Pourquoi l'échec des Gilets jaunes et de Bloquons tout. Nous serons également rejoints par Éric Desmond à partir de 7h45. Donc on commence avec vous, Guillaume Bernard. Vous vous êtes attelé à analyser l'échec des Gilets jaunes et l'échec de Bloquons tout. Alors en commençant évidemment à analyser les différences entre ces deux mouvements, déjà parce que les Gilets jaunes ont quand même bien mieux fonctionné, mais quand même au bout du compte, c'est toujours la même chose, le pouvoir tremble mais ne change pas. Est-ce que vous pourriez commencer par effectivement nous présenter la façon dont vous avez différencié les mouvements du Gilet jaune et de Bloquons tout? Oui, bonjour. Effectivement, ce sont les, 2 mouvements qui ont essayé de porter atteinte, je dirais, au pouvoir, qui ont essayé de le remettre en cause. Or, ce que l'on constate, c'est que, les gilets jaunes n'étaient pas, exclusivement catégoriels. Ils avaient réussi à emporter, une grande part de l'opinion publique, avec eux, alors que Bloquons tout s'est révélé être, un flop, me semble-t-il, parce que eh bien, ça a été, récupéré, ou il y a une tentative de récupération par, un camp politique, ce qui fait que toute une partie de la population s'en est désolidarisée. Je pourrais ajouter, ce que je n'ai pas mis dans l'article, que, les mobilisations des gilets jaunes, c'était, le week-end, tandis que Bloc-Auton, c'était en plein milieu de la semaine, ce qui me paraît, relativement peu, comment dire? Efficace, si l'on est, eh bien, un travailleur, ou s'il y en est un chef d'entreprise. Donc, voilà, la 1re le premier des critères, me semble-t-il, pour que, une mobilisation, une action collective de rue, soit efficace, le premier critère, c'est que ce ne soit pas catégoriel, mais que ce soit susceptible, de s'étendre, à l'ensemble, je dirais, de l'opinion publique. Le deuxième critère que l'on peut identifier, c'est le fait qu'il ne faut pas qu'un mouvement soit imputable à une organisation. D'une part, parce qu'évidemment, il faut que toute l'opinion publique soit susceptible de se retrouver dans ce mouvement. Et puis d'autre part, parce que évidemment, si une mobilisation est due à un mouvement ou à un camp politique, eh bien, il est beaucoup plus facile pour le pouvoir, soit de l'infiltrer, soit d'acheter tout simplement les chefs, soit évidemment de rendre imputable l'organisation de ce mouvement, de la rendre responsable des éventuels dérapages. Mmh. Alors, c'est quelque chose qu'on a vu de façon assez, éclair avec le mouvement Bloquons tout. Effectivement, la France insoumise qui s'est retrouvée responsable quasiment, de la manifestation. Pour le mouvement des gilets jaunes, c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps puisque rappelons-le quand même, ce sont des manifestations qui se sont étalées sur plusieurs mois. On avait au début cette sensation de sursaut populaire. Ceux qui ne pouvaient pas se rendre en manifestation avaient ce fameux gilet jaune donc accroché sur leur voiture, à leurs fenêtres. Et puis c'est au fil des mois que le mouvement a dérivé et petit à petit s'est retrouvé complètement phagocyté par l'extrême gauche. Oui, vous avez raison. Il faut bien le dire, le mouvement des gilets jaunes a été, génial dans son intuition à plus d'un titre. D'abord, effectivement, trouver, un signe de reconnaissance que tout le monde, a, dans sa voiture. Et donc c'était extrêmement facile, je dirais, de pouvoir, se rendre solidaire du mouvement. Ensuite, l'intuition géniale, ça a été de trouver des lieux de manifestation qui soient proches des habitations des différentes personnes, les ronds-points, si caractéristiques de la France périphérique. Il y avait donc la possibilité d'avoir un roulement des manifestants sur ces lieux. Et en outre, c'est évidemment difficilement délogeable, ou en tout cas, les manifestants ne tombaient pas automatiquement dans une nasse comme on peut l'être dans le milieu urbain. Donc il y a eu une intuition géniale de la part de ceux qui ont lancé ce mouvement, et puis ce mouvement, il avait
comment dire, des incarnations différentes en fonction des lieux. Dans certains cas, c'était des petits patrons. Dans l'autre cas, c'était des salariés. Il y avait la possibilité de rassembler les différentes catégories sociales. Et puis, il y avait la possibilité comment dire, de manifester une convergence des luttes, si j'ose dire. Bien. Donc, il y avait, même s'il y avait, bien sûr, je dirais, un axe principal qui était on veut vivre de notre travail et on veut une véritable démocratie qui s'exprime notamment par la démocratie directe, le référendum d'initiative populaire, entre autres. Donc, ce mouvement n'était pas piloté par une organisation, tout le monde pouvait le rejoindre. Il y avait la possibilité d'aller manifester non loin de chez soi. Et donc, on peut penser qu'effectivement, ce mouvement s'est laissé malheureusement entraîner trop vite vers la capitale, vers la ville où les manifestants peuvent tomber dans une nasse policière et a été évidemment phagocyté par des casseurs qui, je vous le rappelle, parce que tout le monde le sait, casseurs qui sont les idiots utiles du système, se révèlent, comment dire, bien des personnes qui finalement décrédibilisent le mouvement. On peut s'interroger sur l'origine de ces casseurs, et puis bien évidemment, ils s'attaquent à quoi? Eh bien, à des biens privés, des vitrines de magasins, à des biens collectifs, le mobilier urbain, mais ils ne vont certainement pas s'attaquer, je dirais, au lieu du pouvoir, que ce soit une préfecture ou une caserne. Et donc, évidemment, là, ils ont décrédibilisé le mouvement, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir. Simplement, ce que moi j'ai essayé de montrer dans cet article dans Valeurs Actuelles et puis dans un autre concomitant qui est paru dans L'Homme Nouveau, c'est qu'il ne faut pas fantasmer, je dirais, sur l'idée de la révolution. Il ne faut pas exagérer ce que pourrait être, je dirais, la crise de régime d'aujourd'hui qui pourrait forcément entraîner vers la révolution, mais en revanche, s'interroger sur quelles sont les conditions avec lesquelles eh bien, une action collective, une action de rue pourrait être efficace et pourrait peut-être, à certaines conditions, entraîner, sinon une révolution, du moins la chute du régime. On en a déjà vu deux, deux des conditions. Un mouvement qui ne soit pas exclusivement catégoriel, un mouvement qui ne soit pas exclusivement imputable à un camp politique. Une troisième condition, le fait que la mobilisation de rue ne soit pas une fin en soi, mais ne soit qu'un moyen d'expression, parmi d'autres, je dirais, de cette activité, de cette action collective. Et puis, quatrième point qui me paraît essentiel, c'est qu'il faut que dans l'opinion publique, eh bien, il y ait un élément d'ordre psychologique qui fasse que l'on soit prêt au régimicide, c'est-à-dire pas simplement revendiquer des intérêts matériels, mais être effectivement prêt à un changement institutionnel. Et ça, évidemment, je ne suis pas du tout certain que les organisations politiques aujourd'hui, quelles qu'elles soient, qui veulent simplement s'emparer du pouvoir, ne soient prêtes à laisser libre cours à, je dirais, cette éventualité dans l'opinion publique. Alors, justement, quand vous nous dites qu'il faudrait accepter cette idée d'un changement de régime, ce qui a été beaucoup reproché aux gilets jaunes, c'est justement, en tout cas dans un premier temps, de ne pas être, prêt à proposer une alternative, à avoir de véritables représentants. Ensuite, on a quelques figures qui ont émergé, qui ont tenté de proposer quelques grandes lignes, mais enfin, tout est resté assez peu abouti. Guillaume Bernard, on comprend que ce genre de mouvement ne doit pas être récupéré par un camp politique ou l'autre. Néanmoins, est-ce que ça ne le condamne pas donc à rester au stade de brouillon? Est-ce que c'est pas justement ce manque-là qui fait que ça ne peut aboutir à rien? Et je crois qu'il faut justement être, je dirais, circonspect. Ce qui peut entraîner la chute d'un régime, c'est pas ensuite ce qui le reconstruit par la suite. C'est-à-dire que c'est cela, je dirais, le principe même, je dirais, d'une révolution. Et dans le fond, il y en a très peu. La Révolution française est une vraie révolution. La Révolution bolchevique est une vraie révolution. Un changement de régime, simplement modifier les organes politiques, leur articulation, tout ça, c'est une révolution de façade, c'est une révolution de palais. Et donc, oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Les Gilets jaunes ne faisaient qu'exprimer un ras-le-bol et
tout de même un élément, je dirais, essentiel qui était de dire respectez-nous, respectez notre travail, laissez-nous vivre de notre travail et prenez en considération, je dirais, notre compétence hein, qui peut s'exprimer dans le cadre d'une démocratie directe. Pour autant, évidemment, il n'y avait pas la proposition d'une reconstruction d'un nouveau régime par la suite. Mais ça me paraît relativement normal dans la mesure où il faut d'abord effectivement abattre ce qui est en place pour ensuite construire quelque chose de nouveau. Et l'idée des Gilets jaunes, me semble-t-il, c'était, je dirais, de faire confiance dans l'opinion publique, dans la société pour qu'elle puisse, une fois que les grands principes perturbateurs de cet ordre social seraient remis en cause, qu'ensuite, effectivement, il y ait une reconstruction sur la base de ce que pourrait souhaiter, le pays. Donc, je crois que les étapes, si vous voulez, d'un régimicide et éventuellement de la transformation du régime en une autre société, ces étapes-là, elles sont les unes après les autres et elles ne peuvent évidemment pas être toutes concomitantes. Vous savez, lorsque les députés aux États généraux en 1789 jettent aux orties les cahiers de doléances qui leur avaient été donnés, leur mandat impératif, je ne suis pas certain qu'ils se rendaient immédiatement compte de ce qu'ils allaient ensuite faire. Alors, je le dis d'autant plus librement que vous savez que je ne suis pas nécessairement, c'est un euphémisme, un parangon de ce qui s'est passé au printemps et à l'été Mmh. 1789. Je pense en particulier qu'effectivement, violer les mandats impératifs que les députés avaient n'était pas quelque chose de parfaitement honorable, mais pour autant, on voit bien que les étapes, elles se font, je dirais, successivement et elles ne sont pas totalement concomitantes. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que face, je dirais, à un fantasme qui est celui de la révolution, eh bien, il faut être relativement prudent. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on a dépassé le stade de la crise politique. Hein. La crise politique, c'est le dysfonctionnement du personnel politique, c'est la lassitude à son égard, c'est la recomposition politique qui se fait extrêmement lentement. La crise politique, elle est assez facilement résorbable par un changement, je dirais, du gouvernement ou un changement, je dirais, de ceux qui gouvernent. Bon, on est passé au stade d'après qui est celle de la crise de régime, c'est-à-dire que, eh bien, il y a un blocage des institutions, il y a une perte d'espoir dans l'ascenseur social, il y a donc dans le fond une espérance hein, pour ces enfants, pour les prochaines générations qui est perdue. Et donc, on ne voit dans le fond comme capacité à retrouver espoir que le fait de changer les institutions. Là, c'est le deuxième stade, c'est le stade de la crise du régime. Est-ce que pour autant, cette crise de régime, elle va déboucher sur, eh bien, véritablement une transformation des institutions sociales, ce qui là est nécessaire pour qu'il y ait véritablement une révolution, ça n'est pas certain du tout. J'ai plutôt tendance à penser que dans l'état actuel des choses, les Français sont dans la défiance, sont dans la méfiance, mais ils ne sont pas encore psychologiquement prêts à se dire il faut remettre en cause les institutions sociales, le mode d'organisation de la société pour qu'il y ait véritablement eh bien, une révolution telle la Révolution française ou la Révolution bolchevique. Bon, moi, vous savez, je ne le cache pas, je ne serais pas nécessairement contre un phénomène de ce type, mais c'est vrai que pour ma part, je préférerais un phénomène de type contre-révolutionnaire qu'un phénomène de type révolutionnaire en tant que tel qui, je dirais, approuverait et prolongerait les principes modernes. Ce que je veux juste dire, c'est que voilà, si on change d'institution politique, si on passe de la 5e à la 6e République, comme on est passé du Second Empire à la 3e République, dans le fond, il n'y aura pas véritablement de remise en cause de l'organisation sociale et des principes sous-jacents. Donc voilà, soyons circonspects. On peut avoir effectivement aujourd'hui une circonstance grave qui est celle d'une crise de régime. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il y aura une modification profonde de l'état de la société, du fonctionnement de la société. Mmh. Guillaume Bernard, j'aimerais parler du Rassemblement national. Alors ça pourrait sembler un petit peu,
dévié, mais en fait pas tellement. On a reçu à notre antenne des analystes qui s'étonnaient que le Rassemblement national soit l'un des seuls partis qui n'appelle pas ouvertement, en tout cas en opposition à la gauche, soit un parti qui n'appelle pas justement ouvertement à la mobilisation de ses adhérents dans la rue, alors qu'on le sait aujourd'hui, c'est quand même le principal parti d'opposition. Et il y a aujourd'hui quand même encore, même si on voit ces grands mouvements de masse, il y a encore cette idée que le changement par les urnes, ça reste ce qu'il y a de plus vertueux, de plus acceptable, presque une forme de snobisme à se dire non mais moi je vais pas aller dans la rue parce que je compte encore sur les urnes. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui bloquerait un potentiel changement de régime, en tout cas de situation dans le pays? Alors, je crois que votre question est extrêmement importante. D'abord, il y a évidemment un raisonnement de boutique, pardon de le dire, hein, de manière un peu familière, mais les partis sont des organisations, des entreprises électorales qui se disent que dans le fond, c'est leur intérêt, c'est leur propre intérêt pour leur cadre, je dirais, d'essayer de défendre avec un discours général, mais l'intérêt évidemment de leur organisation. On voit par exemple que Marine Le Pen déclare qu'elle ne va pas signer la pétition de Philippe de Villiers pour un référendum sur l'immigration, tout ça parce que ça ne vient pas de sa boutique et qu'elle pense qu'elle ne va pas pouvoir l'exploiter. Ensuite, il y a un deuxième élément qu'il faut bien évidemment avoir en tête, c'est qu'ils ont une stratégie, ce qu'on a appelé la stratégie de la cravate, hein, face à LFI, en particulier à l'Assemblée nationale, se crédibiliser, affirmer, je dirais, le fait qu'ils ne sont plus simplement un parti d'opposition, mais qu'ils sont devenus un parti de gouvernement. Ils ne veulent pas bordéliser, hein, pardon pour le terme vulgaire, la situation et dans le fond, essayer d'arriver au pouvoir, je dirais, dans le cadre des institutions telles qu'elles existent. Et puis, il y a une troisième raison, c'est que eh bien, tout simplement, et c'est un des éléments que j'essaye de mettre en exergue dans le papier de Valeurs actuelles, c'est que, eh bien, dans le fond, les actions collectives de rue ont été délégitimées, disons, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, avec l'arrivée de deux choses. D'une part, l'arrivée du suffrage universel, donc, dans le fond, la volonté générale ne devrait être que, je dirais, celle qui s'exprime dans le cadre des élections. Et puis, deuxièmement, l'arrivée de la République, eh bien, qui ferait que le régime ne serait désormais plus discutable. Et vous savez qu'en 1884 a été votée une loi dont on retrouve la substance dans l'article 89 de la Constitution de la Ve République, selon lesquels ces textes disent que eh bien, la remise en cause du régime républicain n'est pas acceptable, n'est pas envisageable. Bien. Donc voilà, ils veulent se crédibiliser, ils veulent, dans le fond, eh bien, arriver au pouvoir dans le cadre des institutions et ne pas prendre le risque que eh bien, ça leur échappe. Parce que on le sait bien, si on passe de la crise politique à la crise de régime, il me semble qu'on en est arrivé là, mais qu'ensuite on passe de la crise de régime au régimicide et possiblement, mais en étant prudent, à un phénomène révolutionnaire, eh bien très souvent le personnel politique dans son ensemble, celui qui a vécu dans le régime précédent, eh bien ce personnel politique, il est balayé. Et donc évidemment avec un phénomène de sédition, d'insurrection et pourquoi pas peut-être de révolution, eh bien le personnel politique, les hommes politiques du RN seraient possiblement balayés avec tout le reste de la classe politique. Et évidemment, c'est ça qu'ils ne Mmh. souhaitent pas, puisqu'ils espèrent, eux, arriver au pouvoir. Quand vous dites que tout ce personnel est balayé, il y a quelque chose, je fais rapidement parce qu'à 45 vous devez nous quitter, il y a quelque Oui, chose malheureusement. effectivement de très physique dans les révolutions qui ont abouti, en tout cas dans l'histoire de France. Il y a un moment où ça passe par la prise de lieu, la prise physique, ça passe par des personnes politiques qui sont envoyées en prison. Aujourd'hui, est-ce que notre société occidentale, particulièrement civilisée, pourrait encore voir ce genre de comportement? Est-ce qu'on se dirait, tiens, bah oui, le peuple est rentré à l'Élysée et donc l'Élysée est tombé? Ou est-ce que ça finirait juste par prendre quelques heures pour se ressortir tout le monde et puis le lendemain, on aurait tout oublié?
Écoutez, sincèrement, moi, là, vous me posez une colle, hein. Je peux difficilement répondre de ce qui arrivera, à l'avenir. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on est quand même face à un personnel politique qui n'a sans doute pas le courage physique, tout simplement, d'un Blanqui, au 19e siècle, qui lui était prêt effectivement, à passer sa vie, ou du moins une très grande partie de sa vie en prison, pour défendre ses idées. La gamelle politique est encore trop bonne pour que, dans le fond, notre personnel politique soit prêt à faire un don de leur personne, quitte à ce que, eh bien, le changement de régime se fasse, même s'ils ne sont pas susceptibles de pouvoir exercer le pouvoir par la suite. On est, je crois, effectivement à un moment de césure. Est-ce que, dans le fond, on a une révolution de façade et simplement une transformation du régime, mais avec les mêmes principes sous-jacents, ou est-ce que effectivement l'opinion publique, dégoûtée par la situation dans laquelle le personnel politique l'a mise, eh bien, elle est prête à renverser la table et à changer les principes d'organisation de la société. C'est ça, effectivement, me semble-t-il, la vraie question, avec, je le répète, et vous avez raison, le risque que l'ensemble du personnel politique, eh bien, soit dans le fond, eh bien, remercié, et que l'on passe à une étape supplémentaire. Sincèrement, moi, je ne crois pas dans l'état actuel des choses, à une transformation profonde des institutions sociales, mais plus à ce que l'on ait eh bien, un changement institutionnel politique qui ne serait finalement qu'une question d'habillage et pas simplement quelque chose de profond. Je fais partie de ceux qui peuvent un peu le regretter, mais c'est ainsi. Mmh. Merci Guillaume Bernard d'avoir été avec Merci nous à pour vous. nous présenter donc vos travaux, ces deux articles qui sont à retrouver, l'un dans L'Homme Nouveau avec ce titre Est-ce vraiment une révolution qui vient, et l'autre à retrouver sur Valeurs Actuelles, enfin, sur leur site internet en tout cas, Pourquoi l'échec des Gilets jaunes et de Bloquons tout. On vous retrouvera probablement très bientôt Guillaume Bernard, donc je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Merci beaucoup et je salue le professeur Desmond, que malheureusement je ne peux pas rester, mais je salue le professeur Desmond, dont j'ai été l'élève il y a une trentaine d'années dans les travaux dirigés Merveilleux. de philosophie politique en lien avec le cours du professeur Rials. Donc bonjour à lui, dont j'ai été l'élève. Mais voilà, et merci de l'introduire. Merci à vous, Éric Desmond, d'être Merci. avec nous ce matin. Donc, Guillaume Bernard, effectivement, vous a rapidement présenté. Je vais aussi mentionner que vous êtes l'auteur d'un livre qui donc, porte le titre de Jaune, que vous pouvez retrouver notamment sur le cercle Aristote, chers auditeurs. Merci donc d'être avec nous, Éric Desmond. Et donc, dans ce livre Jaune, vous vous êtes interrogé sur ce phénomène des Gilets jaunes. On voulait donc continuer à parler ces révoltes populaires qui ont eu lieu en France récemment, donc avec Bloquons tout, les Gilets jaunes, ça commence à remonter, et puis c'était un phénomène qu'on a pu voir également à Londres avec cette grande manifestation qui avait été organisée par Tommy Robinson. Je ne sais pas si vous avez pu entendre un petit peu Guillaume Bernard, mais il fixait différentes conditions à l'aboutissement de ces révolutions, et voilà, il nous expliquait que en l'état actuel des choses, il n'y aurait pas de changement puisque les gens en réalité ne sont pas prêts à un changement de régime. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, bonjour d'abord. Et puis, je n'ai pas pu entendre le précédent intervenant. Je le remercie de ces mots très, très aimables. Et si vous avez résumé son propos, je dirais que je suis complètement d'accord avec lui. Qu'effectivement, on a des soubresauts, on a des manifestations de défiance, des manifestations d'hostilité, mais que d'un côté, l'offre politique étant ce qu'elle est, et de l'autre, l'opinion publique n'étant certainement pas prête à des changements radicaux, eh bien, il y a fort à penser que les choses restent en état. Quand on parle de changements radicaux, il faut savoir de quoi l'on parle. Je ne sais pas si mon prédécesseur sur cette antenne a fait l'éloge, peut-être. J'ai entendu prononcer le mot de Blanqui. Donc peut-être l'éloge d'un mouvement révolutionnaire, mais la seule chose à laquelle on puisse penser, sur laquelle surfent quelques micro-partis politiques, c'est évidemment
l'Union européenne, parce que si on veut un changement d'institution, alors bien sûr, ça peut être un changement de constitution, passer de la cinquième à la sixième République, mais enfin, je ne suis pas certain qu'un tel changement produise des effets significatifs, dans la mesure où, effectivement, c'est l'Union européenne qui, aujourd'hui, est garante du système politique dans lequel nous trouvons. Donc, au fond, il y a un saut. Ce saut, certains le présentent comme étant un saut dans le vide. Enfin, au regard de la dégradation extrêmement rapide de la situation politique, alors on ne peut que envisager ce type de solution. En tout cas, c'est à peu près, si on met de côté une voie révolutionnaire, c'est à peu près la seule solution qui peut rester pour obtenir des bouleversements significatifs, pardon. Mmh. On avait discuté des gilets jaunes avec Guillaume Bernard en expliquant que l'un des reproches qui avait été fait au mouvement, c'est de ne pas avoir d'alternative politique à proposer. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui, alors, il y avait deux problèmes avec les gilets jaunes, mais qui sont liés, effectivement. C'est pas de programme politique. Alors, encore que, il y avait quelques propositions, hein. Il y a eu des cahiers de doléances, n'oublions pas, qui ont été égarés, en tout cas mis de côté. Il y avait quelques propositions qui en fait se ramenaient à instituer des procédés de démocratie directe. Il y avait le référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Mais il est vrai que il n'y avait pas un programme comme on a l'habitude de le voir quand on considère les autres partis politiques. Donc ça, c'était une chose. Et l'autre chose, mais c'était délibéré, il n'y avait pas de leader. En tout cas, d'abord, il y avait un refus d'être préempté par des partis politiques, récupérés, si on veut, ou par des syndicats. Et par conséquent, ce mouvement a eu beaucoup de peine à trouver des porte-voix qui ont été des porte-voix éphémères, mais bon, qui ont laissé ce mouvement, faute d'avoir font une avant-garde. Lénine explique ça très bien, c'est-à-dire tout mouvement de contestation, tout mouvement qui se veut révolutionnaire, s'il n'a pas d'avant-garde pour le structurer, pour lui donner un discours et formuler ses revendications, eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelait avant une jacquerie, une rébellion, c'est-à-dire un mouvement qui est purement réactif, mais qui effectivement ne se pose pas en force de proposition politique. Et on peut estimer que si on ajoute à ça la répression absolument inédite de la police et de la justice sur ce mouvement, eh bien, c'est une des causes de son échec. Mmh. On va en reparler de cette répression. Éric Desmond, vous restez avec nous. Chers auditeurs, restez avec nous aussi. On fait une petite parenthèse avec la chronique de Jonathan Sturel, qui ensuite restera lui aussi avec nous pour pouvoir finir cette discussion. Donc merci Éric Desmond. À tout de suite. Et on passe la parole à Jonathan Sturel. Ligne droite, Nous avons de la visite. le face-à-face. Alors j'aurais aimé continuer à parler d'Albert Londres, Jonathan Sturel, mais on va reprendre notre sujet avec Éric Desmond qui est à nouveau avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien, Éric Desmond? Je vous entends bien, oui. On parlait de ces révoltes populaires, on s'interrogeait avec Guillaume Bernard sur ce qu'il manquait pour que ça aboutisse, et donc nous continuons, Jonathan Sturel, avec Éric Desmond, et qui concluait sa précédente réponse en nous parlant donc de cette répression qui a été particulièrement violente vis-à-vis des Gilets jaunes. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par donner votre avis sur ces révoltes populaires, Jonathan Sturel, à la fois les Gilets jaunes, on a expliqué évidemment les différences qu'il y avait avec le mouvement Bloquons tout, on a eu cette manifestation à Londres également. Voilà, de quel œil voyez-vous ce genre de mouvement populaire? Justement, le thème des révoltes populaires et le terme des médias ou de la caste journaliste que je viens d'aborder dans ma chronique sont en fait deux thèmes intimement liés, puisque vous avez utilisé le mot répression. Effectivement, contre les Gilets jaunes notamment, il y a eu une répression qui était une répression littéralement
policière et judiciaire. Ça, c'est entendu, nous l'avons vu, nous l'avons constaté. Nous nous souvenons des mains arrachées, nous nous souvenons des interpellations arbitraires et nous nous souvenons des yeux crevés. Mais il y a eu une autre forme de répression qui a été menée, elle, par l'appareil médiatique, justement. C'est une sorte de répression intellectuelle, morale et politique. J'ai un souvenir très clair des événements relatifs aux Gilets jaunes, où ça a commencé gentiment sur les ronds-points. À ce moment-là, les journalistes, notamment les journalistes parisiens, qui font la pluie et le beau temps sur l'opinion, n'avaient pas l'intention, manifestement, de dénigrer particulièrement ce mouvement, tant qu'il s'agissait de quelques retraités sur les ronds-points. Puis lorsque ça a commencé à prendre de l'ampleur, nous avons vu que les médias, qui sont finalement toujours du côté de l'ordre établi, donc toujours du côté du pouvoir en dernière analyse, ont tenté, à leur manière habituelle, de décrédibiliser complètement le mouvement des Gilets jaunes en insérant dans la narration l'idée qu'il y avait dans cette manifestation populaire, et donc dans toute manifestation populaire, une contestation des élites et donc quelque part une forme d'antisémitisme. Je n'invente rien, les médias ont réellement tenté de faire passer le mouvement des Gilets jaunes pour quelque chose qui avait une nature ou un relent ou un fond antisémite. Et la question que je pourrais poser d'ailleurs à notre invité est la suivante. Il est inévitable qu'à chaque fois qu'un mouvement populaire va naître, les médias, qui sont le bras armé intellectuel et politique et métapolitique du pouvoir, va chercher à décrédibiliser ce mouvement, non sur la base des revendications qui sont les revendications réelles de ce mouvement, des petites gens qui se plaignent du traitement qu'on leur inflige, mais en leur attribuant des idées, notamment l'antisémitisme, et on n'y échappera jamais. Si les médias font ça, c'est pour deux raisons. D'abord, empêcher que d'autres personnes rejoignent la contestation et rejoignent la rue, en se disant: «Je vais quand même pas aller rejoindre des antisémites». Et l'autre véritable, mais surtout la première intention de cette manipulation intellectuelle et rhétorique, c'est d'empêcher que des personnalités connues du monde artistique, du monde politique, du monde métapolitique, du monde médiatique en règle générale, se prennent d'affection pour la révolte populaire, puisque lorsque vous êtes un artiste, lorsque vous êtes un écrivain, lorsque vous avez vos entrées dans ce système, vous ne pouvez absolument pas vous accoquiner avec quelque chose ou avec quelqu'un dont l'ordre médiatique dit qu'il est nauséabond ou qu'il est antisémite. Donc le but, c'était d'empêcher les adhésions spontanées au mouvement des Gilets jaunes. Donc ma question est la suivante, je la pose d'ailleurs à notre invité commun. Est-ce que la première chose à faire, ce ne serait pas de défier cet ordre médiatique en disant: «On se fiche complètement que vous ayez trouvé à l'intérieur de l'une des manifestations que nous soutenons, quelqu'un qui aurait tenu un propos qui pourrait, dans un certain contexte, être considéré, si on l'associe à un autre, à une réflexion antisémite. On se fiche de ça. On se fiche de cette prise d'otage. Nous allons continuer à nous révolter, que cela vous plaise ou non, et on s'affranchit complètement de votre magistère moral». Je pense que l'une des clés de la réussite d'une révolte sociale, ce sera d'abord de défier non pas l'ordre politique institutionnel, mais d'abord de défier l'ordre médiatique qui est en quelque sorte le rempart entre la révolte populaire et les institutions dont on aimerait qu'elles appliquent les desiderata et les doléances du peuple en colère. Donc ma question est la suivante, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné faire tomber ce mur médiatique qui constamment va chercher à décrédibiliser en utilisant les mêmes ficelles, les motivations et les intentions d'une révolte populaire? Éric Desmond, vous avez Alors, je crois que la question s'adressait à vous. oui, 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 Mmh. bien sûr. La question des médias est effectivement extrêmement importante, puisque les médias, alors il faut s'entendre, quand on parle des médias, il s'agit des médias, ce qu'on appelle en bon français les médias mainstream, les chaînes en continu essentiellement, parce qu'il y a d'autres médias sur lesquels effectivement les mouvements populaires peuvent s'exprimer beaucoup plus librement, qui sont les réseaux sociaux. Mais on voit qu'il y a eu des tentatives hein, de museler ces réseaux sociaux, en tout cas de les contrôler. Alors oui, bien sûr, les médias, parce que c'est un pouvoir extrêmement important et surtout qui joue un rôle d'amplificateur. Je vais m'expliquer. Vous avez parlé d'un certain type d'accusation, mais il y a une accusation qui est un peu l'arme lourde qui a été brandie contre les Gilets jaunes, c'est l'accusation de complotisme. En fait, le complotiste, c'est devenu le repoussoir on va dire, de l'oligarchie ou de la caste au pouvoir, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas en accord avec la politique ou le récit officiel qui est donné est considéré comme complotiste. Alors, il faut bien comprendre le jeu de la presse, enfin, des médias et de la presse dans ces affaires. Euh, Pourquoi y a-t-il tous ces mouvements? Il y a ces mouvements parce que, bien sûr, il y a une perte de confiance
de la population dans ses gouvernants, pardon. Mais inversement, on assiste à autre chose. On assiste à, en fait, une politique généralisée de la peur. Parce que les représentants, les gouvernants, eux aussi, se méfient des mouvements populaires et se méfient, pour aller vite, du peuple. Donc, il y a un jeu de défiance qui est absolument réciproque. Et on est au-delà de la sécession des élites dont parlait Christopher Lasch, c'est-à-dire des élites politiques qui, au fond, délaisse les catégories populaires pour vivre dans un entre-soi. On est passé un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une hostilité des élites envers les catégories populaires, c'est qu'on est passé de la défiance à l'hostilité, et ça s'est vu. Ça s'est vu de façon assez flagrante à partir de la crise sanitaire, à partir du Covid, où on n'a guère fait confiance aux gens on les a confinés. Ça s'est vu donc avec les Gilets jaunes, vous venez, Monsieur Sturel, de le rappeler, c'est-à-dire une répression sans précédent, avec des mains arrachées, des yeux crevés. Et donc, pourquoi tout cela? Et avec une couverture médiatique, bien évidemment, qui était là pour montrer la réaction du pouvoir en place. Et pourquoi faire? Tout simplement pour faire peur. Au bout de quelques manifestations, grand nombre de manifestants qui voulaient manifester tout à fait pacifiquement n'entendaient plus se rendre, en tout cas dans les grandes villes, de peur de subir des violences policières, de peur de subir une répression judiciaire par la suite. Donc les médias entretiennent un climat qui est engendré en vérité par la caste politique, un climat de peur. Mais ça va plus loin. Quand vous écoutez aujourd'hui ce qui se dit sur la guerre en Ukraine et la Russie, c'est-à-dire où tous les médias mainstream nous expliquent que la Russie va nous envahir. À peu près tous les observateurs un peu sérieux qui s'expriment dans les médias disent que c'est de la blague. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaie de créer un sentiment de peur. Ça a des conséquences. Je viens de voir que le gouvernement a demandé à toutes les agences régionales de santé, à tous les hôpitaux, de préparer des lits pour d'éventuels blessés de guerre et de passer à une médecine de guerre. Alors que il n'y a déjà pas, enfin, on connaît l'état de l'hôpital en France, l'hôpital public en France aujourd'hui, complètement sinistré. Mais qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On fait peur aux gens. Donc, en vérité, on a désormais deux blocs, hein, pour reprendre la distinction très utile de Guy Louis, un bloc élitaire, un bloc populaire, et on a deux blocs qui étaient dos à dos et qui désormais sont face à face. Et ceci entretient un climat de guerre civile, en vérité. Un climat, je dis bien un climat de ce que les Grecs appelaient la stasis, c'est-à-dire ce que normalement la politique doit conjurer. Et bien là, on s'aperçoit que, d'une certaine manière, la politique qui est menée et qui est relayée par les médias de façon absolument massive est au contraire d'entretenir un climat de violence potentielle, un climat de peur et en vérité un climat de guerre. Et on le voit, que ce soit la guerre à l'extérieur ou que ce soit une guerre à l'intérieur. Jonathan Sturel, est-ce que vous voulez réagir? Et puis ensuite, j'aurais aimé compléter, puisque vous dressiez la liste des accusations qui sont très courantes pour pouvoir effectivement décrédibiliser, en tout cas diaboliser ce genre de mouvement. On a le complotisme, l'antisémitisme. Il y a aussi cette accusation d'être antidémocratique, anti-républicain, parce qu'effectivement, on ne se contente plus d'aller aux urnes. Oui, ce qui en fait est un non-sens, puisque une révolte populaire, par définition, c'est un cri de désespoir. C'est lorsque le peuple n'a jamais réussi à faire entendre ses doléances d'une autre manière, en l'occurrence par la seule manière que le système démocratique prétend mettre à sa disposition, c'est-à-dire l'élection. Lorsque, élection après élection, ces doléances ne sont jamais entendues, que son malheur s'augmente de mandature en mandature, etc., il ne lui reste plus que la colère de la rue. Donc quand un peuple descend dans la rue, c'est qu'il n'a pas réussi à être entendu par les autres moyens démocratiques, notamment celui de l'élection. Et c'est compréhensible en ce sens que le système, j'appelle ça le système, et nous l'appelons le système, a réussi à se barricader derrière un certain nombre de murs protecteurs, et l'élection, qui est censée permettre au peuple
un jour, s'il le désire, de franchir ce mur, cette démarcation pour pouvoir s'emparer lui-même du pouvoir, ce que le droit démocratique lui réserve, il ne le peut jamais. Et on voit à chaque fois qu'une élection donne l'impression qu'un résultat va être différent, que de nouvelles personnalités vont émerger, etc. Il s'avère toujours qu'en dernière analyse, les médias font bloc et le barrage républicain et des associations incongrues, etc., qui font que finalement, le peuple n'est jamais entendu, n'est jamais écouté. Donc, lorsqu'il n'est jamais entendu et jamais écouté par les processus et les procédés démocratiques habituels, il ne lui reste plus qu'un espoir, c'est celui de descendre dans la rue. Donc un peuple, un pays dont le peuple descend dans la rue, c'est un pays qui, institutionnellement parlant, politiquement parlant, est malade. Et donc il ne lui reste plus qu'une carte à jouer, c'est celle de la rue. Donc le système a été très fort jusqu'à présent. Vous savez, c'est une phrase qu'on retrouve dans une œuvre d'Anatole France que je ne pourrai plus citer de tête, mais qui dit la République gouverne mal, mais se défend bien. C'est ce que la République fait depuis des dizaines d'années. Elle gouverne très mal, puisqu'on en est là, mais elle se défend très bien. Malgré qu'elle gouverne très mal et qu'elle crée autant de souffrance autour d'elle, elle n'arrive jamais à être contestée véritablement et frontalement par quoi que ce soit et par qui que ce soit parce qu'elle se défend très bien, parce que tout est bien rodé, parce que le système de l'exercice démocratique est bien huilé pour permettre que les contestations puissent se faire entendre, mais pas trop, mais suffisamment pour lui donner l'impression qu'elles ont été entendues. Comme ça, on ajourne la colère à une prochaine élection. Mm. Donc tout est bien fait. Donc le système se protège grâce à un certain nombre de garde-fous, mais ce sont potentiellement ces garde-fous qui vont causer sa chute. Donc pour le moment, le système est protégé par ces garde-fous, mais à cause de ces garde-fous, le système pourrait chuter en ce sens que le peuple, n'ayant plus aucune chance d'être entendu autrement que par la colère et par la révolte de la rue, eh bien descendra tôt ou tard dans la rue. Et je pense que pour déloger la caste qui nous dirige et qui nous domine en réalité depuis maintenant trop longtemps, l'élection n'y fera rien. Et alors je n'appelle à rien, hein, ce serait illégal d'ailleurs de le faire, mais je pense Merci. que tôt ou tard, la seule solution qui existera au peuple pour qu'il se fasse finalement entendre et qu'il déloge cette caste qui lui fait tant de mal, ce sera, pour le dire très génériquement et très gentiment et très simplement, ce sera la rue. Mm. Et on verra ce qu'il y fera. Vous nous avez parlé de ce bloc médiatique, de ces associations qui se soulèvent immanquablement à chaque tentative de la part du peuple, effectivement, de récupérer ses droits et sa légitimité. Il y a aussi, bien évidemment, les juges et les magistrats qui se mobilisent. Éric Desmond, peut-être quelques mots sur aujourd'hui la façon dont le droit, la justice sont utilisés par le système en place, précisément pour pouvoir endiguer ce genre de changement et de révolte. Alors, bon, le seul, enfin, le terrain sur lequel on peut se positionner pour apprécier un peu l'attitude de la justice sur ces questions, c'est l'épisode des Gilets jaunes. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu la justice très prompte à juger des manifestants, à édicter des peines euh, dans des proportions qui sont beaucoup plus grandes qu'on aurait pu l'imaginer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont retrouvés en garde à vue, puis ensuite en comparution immédiate. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que de façon beaucoup moins spectaculaire que les forces de police, hein, évidemment, mais que la justice en France, la magistrature, a joué son rôle. Je pourrais presque dire de justice de classe, c'est-à-dire qu'elle s'est elle s'est chargée elle aussi de diffuser une forme de peur, hein, la Mm. peur de passer devant un tribunal pénal, hein, pour des infractions qui sont des infractions qui peuvent être graves, et puis pour des personnes qui voilà, ne considèrent qu'elles n'ont eu comme tort que de manifester. Il nous reste quelques Évidemment, secondes, Éric Desmond, pardonnez-moi, donc faudrait conclure. très bien. Donc voilà, pour dire tout simplement que on a on a un système qui est organisé pour entre les médias, la justice, la police, pour effectivement créer un rempart et défendre, comme le disait M. Srurel, très bien les institutions républicaines. Mm. Merci beaucoup, Éric Desmond, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public, vous êtes auteur de nombreux essais, dont Jaune, que vous pouvez retrouver, chers auditeurs, aux éditions Perspectives Libres. Et merci à vous, Jonathan Sturel, pour cette belle chronique. Et puis pour la suite de cette discussion avec Éric Desmond, on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À très vite.